tu vois. Puis je l'ai refait une autre fois chez l'Uni. Tu vois ce que c'est, l'Uni? C'est des livres audio. Ah, ça me dit quelque Et chose. et J'en ai Deuxy, entendu parler Deuxy. sur le groupe de la Charte, je pense. Ouais. Bah, c'est à la mode en fait. Oui, c'est ça. C'est bon comme ça? Tu me dis quand on prononce que je retire mon éventail. Bah non, pourquoi? Ça fait genre. Ça fait genre. Bah écoute. J'ai pas pris ma ventoline, moi, par contre. Ça va. C'est bon? C'est lancé. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier Médiatalk de la médiathèque de Côte-sur-Loire. Donc, nous recevons aujourd'hui deux auteurs, Yves Grevet et Sophie Noël, qui nous ont fait l'honneur de participer au 11e festival Festival de littérature jeunesse, qui se déroule à Cône en ce moment. Jeudi, vendredi, nos 7 auteurs seront sur place. Et samedi, ils seront ici à la médiathèque pour faire une séance de vente dédicace. Donc de 10h à midi et de 14h à 17h. Donc déjà, bonjour tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici ce matin avec nous pour ce tout premier live Twitch. Je vais vous laisser vous présenter. On est mieux servi que par soi-même. J'y vais. Bon, alors je suis Sophie Noël, autrice de romans jeunesse depuis une dizaine d'années. Et je suis très contente d'être là avec vous. Ça me fait très plaisir de rencontrer, de voir la médiathèque et de rencontrer les élèves avec qui on va pouvoir discuter du métier d'auteur et des livres. Voilà, bah moi pareil. Hein, oui. Voilà. Bon, donc moi je m'appelle Yves Grevet, je suis auteur jeunesse moi depuis une vingtaine d'années. Et voilà, je suis plutôt spécialiste de littérature pour adolescents. Mais j'ai aussi écrit pour des plus jeunes. Voilà. Et je vais aussi aller faire des rencontres dans les classes, en primaire, mais aussi en collège. Eh bien, merci. C'est la première fois pour vous, l'univers Twitch, nouvelles technologies, nouveaux médias c'est une grande première. Alors, pour moi, c'est une grande première. J'ai jamais fait ça. Mais voilà, c'est intéressant de multiplier la communication autour de la littérature jeunesse parce que c'est pas qu'on en a forcément besoin, mais ça permet de toucher le plus de monde possible et c'est important, la littérature. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Bon. Moi j'ai déjà participé à deux Twitch. Donc commencez à t'habituer. Oui, enfin disons que voilà, je sais que ça se passe bien. On va essayer. On va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Eh ben, on va attaquer la petite session questions-réponses. Alors, on va commencer par tout le procédé créatif de vos romans. Déjà, est-ce que vous avez un rituel d'écriture dans une journée ou un rituel de rédaction Je te laisse commencer. Oui. Moi, pendant très longtemps, j'avais un autre métier. J'étais instit, donc je n'avais pas vraiment de rituel. En fait, j'écrivais quand j'avais le temps. Donc, surtout pendant les vacances. Et puis dans ce cas-là, je ne me posais pas trop la question d'un rituel, quoi. Voilà. Dès que j'avais un peu de temps, j'écrivais. Donc le matin, l'après-midi, peu importe. Là maintenant, depuis que je suis écrivain professionnel, depuis maintenant 7-8 ans, je m'aperçois que je suis surtout efficace l'après-midi. Je travaille, on va dire, en moyenne 3-4 heures l'après-midi. Parfois plus, ça dépend un peu où en est le projet, si je suis en pleine recherche ou au contraire si je suis vraiment très avancé et que les choses vont vite. Voilà, c'est pour situer à peu près. Et après, je travaille un peu n'importe où. Je n'ai pas d'endroit particulier pour travailler. Oui, alors
moi, j'entends ce que tu dis parce que moi aussi, je suis meilleure, j'ai plus de concentration l'après-midi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, si le seul rituel que j'aurais peut-être, c'est que j'aime écrire avec mes chats. Quand ils sont avec moi, voilà, il y a une ambiance cocooning qui me fait du bien. Puis eux aussi sont contents parce que je suis pas très agitée quand j'écris, donc voilà, ils sont. Mais à part ça, non. Enfin, j'aime bien écrire chez moi. Parce que mon bureau a une ambiance particulière, assez cocooning justement. C'est peut-être que j'ai besoin de ça pour écrire. J'écris effectivement l'après-midi, le matin. Des fois j'écris un peu, mais je m'occupe surtout des réseaux sociaux et puis de la communication, des mails, etc. Donc voilà. Et l'après-midi, je peux écrire assez longtemps. Euh, euh, voilà, c'est toujours un petit peu la même chose. Bon, je me fais un petit thé aussi. Ça peut faire partie du rituel. Mais voilà, alors un petit rituel amusant aussi, mais c'est pas moi qui l'ai mis en place. J'ai un de mes chats, toutes les 2 heures, il monte sur mon clavier pour faire des câlins. Enfin voilà, donc toutes les 2 heures, j'ai une pause, une récréation. C'est pas du tout le genre des chats. Non, pas du ça. tout, voilà, de se mettre sur le clavier. Je ne peux pas écrire puisque le chat prend beaucoup de place. Et puis je le remets par terre au bout de quelques minutes, et puis 2 heures après, il revient. Voilà. Donc ça, c'est un rituel, mais c'est pas moi qui l'ai mis en place, c'est lui. Ce sont des très bons maîtres du temps, Voilà, les ça. chats. C'est ça. Donc là, vous avez un lieu dédié à l'écriture chez vous Non, pas moi. Non, pas forcément. Non, moi j'ai un petit bureau, mais je m'en sers, oui, pour faire tout ce qui est travail de courrier, des choses comme ça, voilà, factures et autres. Parce qu'on a aussi ça dans le métier. C'est vrai. Mais voilà, c'est plutôt ce dont je me débarrasse le matin, un peu comme toi. Mais puis moi, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, donc du coup, pas besoin de communication à faire. Et après, non, je travaille pas dans ce bureau parce que dans ce bureau, il y a Internet. Et moi, j'ai besoin d'avoir un truc où il n'y a pas, D'accord. je sois vraiment dans une bulle. Donc en fait, j'ai un petit portable sur mode avion et je travaille avec ça. Voilà. Et là, sur mon lit, les jours un peu où je suis un peu mou, je reste sur le lit pour travailler. Mais j'arrive à bien travailler quand même, dans mon lit même. Et puis autrement, ouais, dans la cuisine, parce que c'est mon domaine. C'est moi qui fais à manger à la maison, donc D'accord. voilà. Et puis j'aime bien cette pièce, voilà. Et après, on ne peut pas dire que ce soit un rituel. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans la cuisine, je peux aller ailleurs. Oui. Et vous êtes plutôt Nomade. mobile. Voilà, Voilà. nomade. Nomade. Nomade, d'accord. Oui, non, moi j'ai vraiment besoin de mon bureau en fait pour m'isoler. Mais j'arrive pas, moi, à me défaire, ça c'est une bonne idée mais, de le faire, mais j'arrive pas à me défaire des réseaux et d'Internet. Et donc j'ai mon téléphone, Donc me mettre en mode avion, je vais peut-être prendre ton conseil, parce que c'est vrai qu'on est, dès qu'il y a une notification, ça fait gling-gling, et on est invariablement attiré par ça. Et c'est pas bien, parce que ça coupe la concentration, et je travaille Ouais. forcément moins bien. Donc c'est vrai que c'est pas... Je pourrais mettre mon téléphone plus loin, je sais qu'il y en a qui font ça, hein, et puis voilà. Donc, mais par contre, moi j'ai besoin de mon bureau pour écrire. Écrire dans la cuisine, je crois que... Enfin, je sais pas, Ah bah écoute, chacun son truc. chacun son truc, hein. Non, mais j'aurais toujours envie d'aller dans le frigidaire, quoi. Donc non, c'est pas bien. Pas besoin de ça. D'accord. Et vous travaillez tous les deux, du coup, sur ordinateur. Oui. Ou vous travaillez un petit peu aussi sur papier, Moi, un les peu sur brouillons, papier, un peu sur papier. Les premiers bouquins, je les ai écrits intégralement sur papier d'abord, avant d'étaper, parce que c'était le geste que j'avais depuis que j'étais adolescent, où j'essayais d'écrire. Et puis je me suis mis à écrire sur l'ordi, mais je reviens assez souvent au papier. Et puis je prends énormément de notes, j'écris même des bouts de chapitres directement à la main. Voilà. Dès que je suis un peu coincé, dès que j'ai besoin de réfléchir, je travaille à la main. Donc là, par exemple, on passe 4 jours en tout à Cône. J'ai pas emmené mon ordi, mais j'ai emmené des cahiers, j'ai emmené le dernier chapitre que j'ai écrit, voilà, pour essayer un peu de le relire, d'y penser, de le recorriger, etc. Parce que je repasse à la main assez facilement, voilà. D'accord. Pour Oui, pas m'en moi détacher. j'écris directement sur ordinateur. J'ai pas pris cette habitude d'écrire à la main. En revanche, moi aussi j'ai des carnets et des cahiers où je note les idées parce que ça va plus vite. Et puis parce que je trouve que la relation entre le cerveau et la main quand on écrit directement est plus efficace
en fait. Mais après, une fois que les idées sont sur le cahier, vraiment en vrac, hein, après je vais écrire sur l'ordinateur. J'écris pas de chapitre à la main. Ouais. J'ai perdu cette habitude ou je l'ai jamais eu, je sais pas. Mais voilà, donc j'ai besoin de moi de mon ordinateur et je suis venue ici avec mon ordinateur. Alors il va peut-être juste prendre l'air, je sais pas, parce que ça dépend de ce qu'on va faire ici. Mais en tout cas, voilà, je l'ai apporté. Au moins, il se promène. Voilà, il se promène, il voit du paysage. D'accord. Et quand vous avez une nouvelle idée d'œuvre, comment ça se passe? Vous faites, c'est une idée que vous avez déjà bien en tête et vous vous lancez directement dans l'écriture, ou il y a toute une phase de recherche, de référence, de documentation Bon, disons que ça dépend du projet, hein. Si vous avez des projets qui sont assez simples, comme, enfin, je dirais assez simples. Il y a des projets qui ne demandent pas de documentation. Par exemple, moi j'écris dans science-fiction. Bon, là, on peut tout imaginer finalement. Voilà, à partir de choses qui existent déjà aujourd'hui. Alors, on peut après faire quelques petites recherches, mais la plupart du temps, quand je démarre, je démarre avec mon idée, je me fais confiance. Quitte à d'ailleurs à revenir en arrière si parfois ce que j'ai pondu n'est pas tellement intéressant. Mais par contre, j'ai fait un roman historique déjà, et là, je travaille sur un roman aussi historique. Là, ça demande une préparation, mais enfin, c'est un peu mélangé, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'écrire, et puis après, je vais faire des recherches quand vraiment je rencontre un endroit, j'ai besoin de situer ça dans l'espace, ben, il faut que je trouve le plan pour savoir où le mettre. Il faut que j'aille regarder si on mangeait telle ou telle chose à ce moment-là ou pas, etc. Oui. Si je l'ai fait manger, voilà. Mais j'ai pas une phase au départ de préparation avant de me lancer. Moi, je me lance d'abord dans l'écriture et puis je fais les recherches en parallèle. Mais ça, c'est vraiment pour des romans historiques. Sinon, pour le reste, pas tellement en fait. La base de données, c'est la tête. Oui, c'est tout ce qu'on a emmagasiné depuis un moment. Et quand je commence un bouquin, c'est vrai que j'ai quelques idées assez précises. Moi, et donc ça veut dire aussi que je me suis déjà intéressé au sujet. Voilà. Quand c'est sur la science-fiction, par exemple, j'ai fait un bouquin sur le clonage. J'avais lu un peu tout ce qui sortait sur le clonage avant, mais des années avant. Enfin, voilà. Et donc, quand l'idée est venue, bah, j'ai écrit mon bouquin avec ce que j'avais mémorisé ou appris avant. D'accord. Oui, je pense que c'est ça aussi. C'est probablement des choses qui mûrissent petit à petit, puis qui sortent à un moment. Moi aussi, je suis comme toi. Je vais écrire d'abord. Et puis après, ça va dépendre effectivement des sujets. Moi, j'ai écrit un sujet sur le racisme dans la danse classique. Et j'y connais rien à la danse classique. Mais j'avais d'abord la trame de mon histoire et tout à mettre en place. Et après, ou pendant en tout cas, j'ai regardé quels étaient les codes de la danse classique, quelles étaient les particularités des pointes, etc., etc. Donc ça se fait à peu près simultanément selon les sujets. Puis après, c'est vrai, j'ai écrit un roman un peu fantastique. Donc voilà, j'y suis allée sans aucune préparation. Mais en même temps, on a effectivement en tête tout ce qu'on a vécu, vu, lu, etc. avant. Donc c'est la somme de tout ça, je pense, qui ressort à un moment donné, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a besoin de se documenter pour certaines choses. Et puis pour d'autres, on a besoin de faire appel à tous les souvenirs qu'on a de ce qu'on a vécu, quoi. D'accord. Et d'un point de vue inspiration, est-ce que vous avez des œuvres, des auteurs, des films qui vous inspirent au quotidien C'est un peu ce que dit ma collègue, c'est-à-dire on emmagasine plein de choses, quoi, et voilà, nos lectures, tout ce qu'on voit, tous les films, etc. Et puis après, quand on écrit, on ne pense pas à nos sources d'inspiration, en fait. Il vient ce qui vient, et puis après, si dans le détail, on cherchait d'où peut venir telle ou telle idée, peut-être qu'on pourrait trouver les origines voilà, dans un film ou dans autre chose, mais à chaque fois qu'on écrit, en fait, quand on est écrivain, on a l'illusion qu'on écrit quelque chose de nouveau. D'abord parce que c'est nous qui le racontons, donc on se dit, voilà, on va faire quelque chose de neuf. Mais après, il ne faut pas se leurrer, quoi.
on écrit, oui, avec toute la mémoire des livres qu'on a lus et des films ou des séries qu'on a vus. Donc voilà, on peut trouver forcément. Moi, j'ai l'impression pas d'avoir inventé quoi que ce soit. Voilà. C'est la manière que j'ai de moi de raconter les histoires qui est différente des autres, parce que je suis différent des autres, comme tout le monde est différent, mais autrement, voilà, oui, l'inspiration vient de là, mais l'inspiration, comme tu le disais aussi, vient beaucoup de ce qu'on a pu vivre aussi. Alors même si on ne raconte pas, enfin moi j'ai jamais raconté de choses très personnelles. Il m'est arrivé, oui quand même, on s'en sert pour les émotions de nos personnages ou des scènes qu'on a vécues et qu'on va un peu transformer oui justement pour leur donner une vérité. Donc ça sert aussi de s'appuyer sur des choses qu'on a vécues, qu'on a ressenties à certains moments de notre vie. Voilà. Et puis même parfois je me suis même servi d'épisodes de ma vie, voilà, mais c'est sous couvert de personnages. Personne ne le sait. Oui. Voilà, chacun se débrouille. On fait notre petite tambouille. Et puis après, l'essentiel, c'est que les lecteurs, ils adhèrent. Oui. Mais c'est vrai que moi j'ai une petite anecdote qui prouve qu'en fait on est vraiment inspiré malgré nous. J'ai écrit donc un roman de sorcière. C'est un peu banal, hein, mais et à un moment je lui fais dire, ou je fais dire un sort, et ce sort me tracassait. J'étais en pleine écriture, ça me tracassait. Je me dis, j'ai déjà entendu. Et je l'ai tapé dans mon moteur de recherche, et c'était un sort d'Harry Potter. Ah oui. Alors pas un des plus célèbres, hein, mais c'était un sort d'Harry Potter. Donc en fait, il a fallu que je relise Harry Potter en me disant je vais essayer de barrer tout ça, parce que voilà, tout ça pour dire que, alors évidemment j'ai retiré le sort, mais tout ça pour dire qu'en fait inconsciemment j'étais influencée par tout ce qui existait déjà sur la sorcellerie et tout ce que j'avais lu. Alors là c'est un exemple des plus célèbres, mais la sorcellerie, ça date de bien avant Harry Potter, et il y a sûrement des choses, il y a, oui, évidemment des choses qui nous influencent. Et moi je dirais au niveau de l'influence, il y a aussi des auteurs, moi, qui m'ont marqué, non, alors pour leurs histoires, mais aussi pour leur façon d'être, en fait. Moi j'adore Gabriel García Márquez, c'est vraiment un de mes auteurs préférés, et je trouve que sa façon de mettre de la magie dans le quotidien, cette façon de conter la réalité de la société en y incluant de la magie, moi ça me fascine. Et en fait je me suis dit, c'est pas que j'ai envie de faire comme lui, mais un peu. en fait si, je trouve ça, sa façon de faire, d'écrire, je la trouve géniale, parce qu'en fait, bien sûr qu'on est confronté à une réalité qui est facile ou pas, etc. Mais il y a des petites choses toujours un peu surprenantes, un peu hors du commun et tout, qui font qu'en fait il y a un côté magique à la vie, et moi j'aime bien cette idée là, voilà. Alors je le mets pas tout le temps, quoique le dernier roman que j'ai écrit, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné. Il a fallu plusieurs livres qui parlent beaucoup de faits de société, autre chose comme ça, avant que je réussisse à me lâcher sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et je pense qu'en ça, j'ai été influencée parce que j'ai lu tout García Márquez, et voilà, c'est pas ce que j'ai envie de faire tout le temps, mais en tout cas, je me dis que c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie d'essayer. Et je l'ai fait dans le dernier roman qui sortira en juin, et j'espère que ça a marché. On verra bien. Enfin, en tout cas, moi, je me suis fait plaisir. Donc voilà, cette influence-là, elle est importante. Non pas pour faire pareil, mais pour m'en inspirer, pour me faire plaisir avec ça, quoi. Oui. Et pour continuer, du coup, dans les sources d'inspiration, vous avez été tous les deux enseignants. Oui. Est-ce que vos élèves ont été une source d'inspiration Moi, je dirais non. Je dirais non, globalement. Enfin, je pense que tout... Et en même temps, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est ce qui nous constitue. Moi, j'ai été d'abord en enseignant avant d'être... J'étais enseignant pendant plus de 30 ans, donc j'avais envie de faire ça quand j'avais 15 ans, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est presque toute ma vie, quoi. Donc ça a quand même une influence quelque part, mais après, si la question c'est est-ce que certains de mes élèves m'ont inspiré pour faire des personnages, parce que d'ailleurs les élèves ils pensent toujours qu'on va s'inspirer d'eux, etc. Le petit espoir. Voilà. Mais si, forcément, je vais être dans le prochain roman. Voilà, c'est ça. Et en fait, non. Enfin, ou alors, c'est tellement inconscient que même nous, on ne sait même pas... Ouais.
ça a un rapport, quoi. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais écrit un roman où il y avait un de mes élèves s'était reconnu dans ce roman. Ah, Et il avait lu à la bibliothèque de l'école. Et il m'avait dit, mais il a le même prénom que moi, il est d'origine marocaine comme moi, et puis il a cet humour comme moi, etc. Je lui dis, mais mon pauvre, quand j'ai écrit ça, t'étais né, mais je te connaissais pas, quoi. Donc voilà, c'est un hasard total, quoi. Et tant mieux si tu te reconnais dans ce personnage que j'aime bien, donc c'est très bien. Mais voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Non, enfin, il n'y a pas de choses directes. Voilà. D'accord. Après, le fait d'avoir mis une partie de notre vie comme ça à enseigner, ça révèle des choses sur nous, ça révèle... oui, c'est pas rien, bien entendu. C'est un métier qui est tellement prenant, qui est tellement important. Voilà, une sorte de... ouais, c'est une sorte de mission quelque part quand on fait ce boulot-là. Donc ça va bien au-delà d'un métier ordinaire, je trouve. Enfin, s'il n'y a pas de métier ordinaire. Mais que oui, forcément, ça nous influence. Mais voilà, il n'y a pas de choses directes, en fait. Et puis moi, j'ai pas du tout l'idée, comme on peut imaginer, parce que je suis un style, je vais vouloir faire passer certains messages ou faire apprendre des choses. Ou quand on lit un de mes bouquins, on a l'impression d'avoir appris bon, pas spécialement, quoi. Moi, je travaille surtout sur l'émotion, sur l'aventure, sur des choses comme ça. Donc, je pense pas en tant qu'enseignant quand j'écris. Oui, d'accord. oui, je pense qu'en fait, nos élèves, ils y sont tous et pas à la fois, quoi. Parce que, bah oui, on les a côtoyés pendant si longtemps et en même temps, moi j'ai remarqué une chose, c'est, en tout cas ce qui me concerne, euh, prendre une personne et la transformer en personnage, moi ça me perturbe. J'ai écrit un livre dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Les Pointes Noires. L'histoire donc d'une petite fille noire qui veut faire de la danse classique, enfin qui fait de la danse classique et qui se rend compte qu'en fait à l'opéra c'est pas possible d'être danseuse étoile si on a la peau noire. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que mes deux filles sont noires, et donc que j'ai pris ma fille qui fait de la danse classique au début comme héroïne, enfin j'ai transposé ça, et ça a été une catastrophe. Je n'y arrivais pas du tout, parce que bah, forcément j'inventais une vie à quelqu'un qui existe déjà, et bon, c'était trop compliqué. Donc c'est perturbant, exactement, ça m'a perturbée. Et donc là, je me suis rendu compte, parce que quand on écrit, on apprend tout le temps de notre expérience, et je me suis rendu compte que, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour les autres, mais je ne peux pas faire ça. Et donc j'ai jeté à la poubelle dans ma tête cette idée, et j'ai inventé un vrai personnage, hein, pas une personne. Et là, ça a tout de suite coulé. Et je me suis dit, effectivement, peut-être que certains y arrivent, ou alors après on fait une autobiographie, on fait des choses comme ça, mais en tout cas là, même pour quelque chose qui m'était si personnel et qui ressemblait vraiment à l'histoire de ma fille, hein, vraiment, je me suis dit, non, il faut que je fasse peut-être un parallèle, mais que ça soit pas trop proche de la réalité, parce que sinon, moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et donc, c'est vrai que l'inspiration par rapport aux personnes ou aux événements qui nous sont personnels, c'est un petit peu complexe et c'est sûrement un exercice intéressant, mais après, certains y arrivent peut-être, moi, j'y arrive pas. J'ai besoin d'être vraiment dans la fiction, même si elle est basée sur des valeurs que j'ai, parce que tu parlais de transmettre quelque chose. Alors moi, j'ai peut-être ce petit côté pédagogique encore en moi, je sais pas, mais des fois, j'ai tendance à être trop pédagogique, donc maintenant, j'arrive à me relire, à retrouver ces passages et à les supprimer. Par contre, une chose que j'ai toujours envie de faire passer, ce sont des valeurs, les valeurs qui sont les miennes, notamment par exemple dans Les Pointes Noires, où voilà, cette histoire de racisme dans la danse classique, c'est quelque chose qui me touchait de près. Et je me dis, voilà, si jamais... Il y a plein de gens qui ne savent pas que quand on a la peau noire, on ne peut pas être danseur étoile. Et donc, je me suis dit, c'est en train de changer, heureusement, mais je me suis dit, voilà, c'est des valeurs à faire passer et j'y tiens beaucoup. Mais par contre, ouais, l'inspiration vient à l'origine de quelque chose de réel, mais il a fallu que je le rende très fictif, quoi, très. Oui, parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément dans les chaussons noirs. Ouais. Quand la jeune fille veut acheter ses collants couleur chair, et qu'on lui dit, bah oui, mais couleur chair, c'est rose. Ouais. Bah oui, mais pour moi, c'est marron. Voilà. Bah oui, mais non, il n'y a que du rose. Voilà. Bah, ça sera des collants roses, du coup.
Ouais, sa maman lui dit, bah non, on dira pas couleur chair, parce que... Et c'est vrai que c'est un vocabulaire qu'on a malgré nous. Hein, les collants couleur chair, à la danse, quand ma fille en faisait, c'était toujours ce qu'on disait. Et moi, j'étais là, non, non, moi, c'est marron. Et, euh, et les gens, c'est en toute bonne foi, hein, c'est une habitude, c'est pas méchant. Mais c'est vrai que ça serait bien que ça rentre maintenant dans les nouvelles habitudes de se dire, on dit pas un collant couleur chair, ou alors on propose un éventail de collants du rose au marron, au noir même. Voilà. Et vous avez été enseignant avant de vouloir écrire, ou ça a toujours été un lien presque logique entre l'enseignement et l'écriture, puisque là, sur cette hauteur, on a un peu regardé, vous êtes 4 voire 5 à avoir été enseignant. Donc, pour vous, c'est une suite logique, c'est enseigner qui a donné envie d'écrire, ou c'est l'envie d'écrire qui... Moi, je pense que ça a un peu rien à voir, je pense. Enfin, en tout cas, dans mon cas, moi, j'avais envie d'écrire avant d'être enseignant. Mais je pensais à l'époque, quand j'étais adolescent, donc quand j'avais 15-16 ans et que je commençais à me projeter un peu dans l'avenir, je me voyais enseignant parce que j'avais déjà travaillé un peu dans l'animation, des choses comme ça, et je m'entendais bien avec les enfants. Et puis j'avais pas eu de très bonnes expériences en tant qu'enfant à l'école, mais j'aimais beaucoup le métier d'enseignant. Et donc voilà, je me projetais facilement là-dedans. Alors que le métier d'écrivain, moi j'étais d'une famille prolétarienne, on va dire, pas tellement un télo, donc je me projetais devenir écrivain, c'était un peu... je pense que ça me paraissait pas possible, quoi. Donc j'ai fait ce boulot d'instit, et en même temps j'écrivais depuis que j'étais adolescent, et même avant, donc comme une habitude, une habitude comme certains chantent ou font autre chose. Et donc, et puis j'ai fait des tentatives, voilà, après, en parallèle. Après, je pense qu'il y a le fait d'être instit ou d'être enseignant en général. Il y a les vacances qui permettent d'avoir du temps pour écrire, se dégager du temps pour écrire. Et ça, c'est pas rien. Oui. Parce que quand vous avez juste 5 semaines de vacances, et puis voilà, 3 semaines un peu, et puis après des tout petits bouts dans l'année, comme je connais beaucoup de gens qui travaillent dans le privé ou dans d'autres administrations, le temps, vos vacances, elles démarrent, elles sont rapides, quoi. Oui. Nous, on avait quand même 2 mois, donc le temps de s'installer un peu quand même, se reposer, puis se mettre à écrire, puis sur 2 mois, on a quand même le temps de pondre quelque chose. Je pense que c'est plutôt ça, le rapport qu'il peut y avoir. Mais à mon avis, il n'y a pas de rapport entre le fait d'enseigner et le fait d'écrire. Je pense que c'est... Moi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de rapport entre... Alors, le seul petit rapport que moi j'y verrais, c'est l'envie de partager des valeurs. Voilà. De partager des choses avec les enfants. Parce que pourquoi on a choisi la littérature jeunesse plutôt que la littérature adulte aussi. Alors c'est peut-être la petite chose qui fait qu'il y a peut-être un petit rapport. Mais est-ce qu'il est lié à notre métier? J'en sais rien, peut-être. Mais moi, je sais que ma grand-mère m'a offert un carnet de pensée. C'est ce qu'on appelle un journal intime, etc. pour mes 8 ans. Et je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps. J'écrivais tous les jours des romans. Alors, c'était pas très intéressant. Hein. Je racontais mon chat, les bagarres avec ma sœur, mes amoureux, mes parents, la classe, etc. Bon, voilà. Mais j'écrivais. Puis, au bout d'un moment, très vite, j'écrivais de la fiction. Mais ça restait de l'écriture d'un enfant de 8, 9, 10 ans. Ah ouais, quoi. Mais j'écrivais. Et je pense que ça me passionnait. Mais voilà. Par contre, enfin... Moi, la difficulté que j'ai eue, c'est que quand j'étais petite et adolescente, il y avait très peu de littérature jeunesse comme il y a maintenant. Et donc, très vite, au collège, on lisait des romans adultes. Et moi, j'ai lu... je m'envoie pas des fleurs, mais j'ai lu Zola au collège, quoi. Et donc quand vous lisez Zola ou Balzac ou Maupassant très très tôt, vous vous dites... c'est pas la peine que j'essaye d'être écrivain, j'arriverai jamais à la cheville à ce niveau-là. Dans une petite tête de 13 ans, vous dites ça. Alors que je pense que maintenant, en lisant des livres de littérature jeunesse, on peut se dire je peux y arriver. C'est pas, je dis pas que notre littérature est moins bonne que Zola, c'est pas ce que je veux dire. Hein. C'est ce que ce qu'un adolescent ou qu'un enfant peut se dire en lisant soit un livre pour adultes, les pavés de Zola, voilà. C'est décourageant en se disant mais j'y arriverai pas. Et donc en fait pendant longtemps je me suis dit non,
Je pensais même pas être écrivain un jour parce que je pensais que c'était trop compliqué, j'avais pas confiance en moi et en plus je me disais voilà, être auteur c'est Zola, c'est être Zola, donc ça je ne peux pas. Et donc voilà, le temps a passé et ça s'est fait il y a 10 ans, mais j'écrivais quand même. J'écrivais des contes, j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des poèmes, des textes de chansons, bon, des tas de trucs comme ça, mais voilà, ça restait du domaine de l'intime et sans aucune projection. Et c'est venu tout à fait par hasard. J'étais dans un endroit où je comptais un de mes contes et il y a une dame qui m'a dit: oh, mais vous êtes publié. Je dis, bah, vous rigolez? Non, c'est pas possible. Et en fait, le conte que j'ai lu, il y a eu un déclic, je me suis dit, tiens, je vais le transformer en roman. On verra bien, j'avais jamais fait ça. En roman jeunesse, je l'ai transformé en roman pour un grand concours que je n'ai pas gagné, mais le roman était fait. Et là, je l'ai envoyé à une trentaine d'éditeurs et j'ai eu 29 noms et un oui. Et ça a été assez rapide. Et du coup, je me suis dit, si, c'est possible. Alors, c'était sûrement une écriture maladroite, c'était un début et tout, mais une fois que vous savez que c'est possible, hein, vous y allez, quoi. Ça enlève Ce blocage. ça a enlevé le blocage. Je me suis dit, si, je suis capable finalement. Et ça, c'est génial comme impression. Donc, Ouais, sinon, je repensais à la littérature jeunesse et l'enseignement. Moi, quand même, ce que ça m'a apporté d'enseigner, c'est que je lisais beaucoup de littérature jeunesse à mes élèves. c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que je me suis mis à écrire de la littérature jeunesse. C'est parce que je trouvais des textes vraiment qui passionnaient mes élèves déjà, et qui, moi, me passionnaient moi aussi, avec de vrais écrivains qui écrivaient de la littérature jeunesse. Et moi, au début, je me suis dit, ça permet, c'est pas un tome de Zola, du coup, ça permet d'écrire des trucs qui peuvent être assez courts. Pendant tes vacances scolaires, tu pourrais essayer de tenter ça. Donc, moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'écrivais des trucs que j'envoyais, qu'on me refusait systématiquement, jusqu'à ce qu'on me prenne un premier roman. Mais voilà, je pense que j'ai aussi une culture de la littérature jeunesse grâce au fait que j'étais enseignant. Oui, c'est pareil pour Et moi. que Ouais. je lisais beaucoup de livres à mes élèves, à haute voix, et puis on en lisait énormément. Voilà, parce que dans les instructions officielles, on disait il faut lire, je sais pas, une disait il faut leur faire lire, je sais pas combien, 7-8 livres dans l'année, ou un truc comme ça. Enfin bon, nous c'était 7 ou 8 par mois, quoi. Donc, Ah oui. Lu par mois ou lu par eux, ou voilà, enfin il fallait que ça. Et donc on élargit du coup sa culture. Hein. On va piocher des choses très différentes, voilà, et puis oui, dans ce sens-là, ça peut aider. Oui, c'est ça. Oui, j'ai la même expérience que toi. Lire à haute voix des histoires, même les CM2, ils adorent ça, quoi. Et c'était un moment, c'était toujours en fin de journée, je leur lisais un extrait de livre, de conte, voilà, et ça a toujours un succès incroyable. Ils attendaient ce moment-là, un moment de retour au calme et tout. La lecture, c'est ça, quoi. Et donc, oui, moi aussi, je partage. Mais même en troisième, hein, quand tu. Oui, bien sûr, bien sûr. Je interviens dans les même pour les grands voilà, enfants. même pour les grands. Quand Oui, on a un petits adultes. temps, je leur demande, vous voulez que je vous lise quelque chose? Oui, et puis d'un seul coup, tout le monde est là en train d'écouter. Et les histoires, ça marche toujours. Oui. Ah oui, puis ça, n'importe quel âge, ça fonctionne. Et puis, puisqu'on va parler lecture, ça vous dit de lire un petit passage. Je vous ai demandé si vous étiez d'accord de ramener un livre ou d'un auteur, de vous, ou d'un autre auteur qui vous a marqué, qui vous a plu. Est-ce que vous acceptez de nous lire un passage Oui, qui vous tient à cœur? avec Et puis, plaisir. Tu veux commencer? Je commence, Ouais. d'accord. Alors moi, j'ai apporté, ça s'appelle Le cadeau de mai. Il était sorti dans le J'aime lire Max. Hein. Et puis là, il vient d'être publié en livre, hein, en roman. Et donc, c'est à peu près pour les 8-9 ans. Et c'est l'histoire, je vais en lire un tout petit extrait, mais pour situer l'extrait, c'est l'histoire de Shan, qui est un pêcheur qui vit aux confins du lac Tarim en Chine. Hein. Et donc, il est pêcheur. Hein. Et il a une chienne qui s'appelle Ohami. Un jour, la chienne disparaît. Il est très contrarié parce que c'est la compagne de son quotidien. Et elle revient, elle est pleine, elle met au monde 3 petits chiots, dont un à qui il manque une patte. Voilà. Donc l'histoire commence, je ne lis pas le début parce que bon, on lise tous les deux, je ne vais pas lire un trop grand extrait. Il va sur le marché et
bah, les chiots sont sevrés et donc il va vendre ses chiots. Un jour que j'étais au marché avec Oami et les chiots, un jeune garçon passa avec sa mère. « Sont-ils à vendre ?» me demanda-t-il en me montrant les petits qui jouaient. J'avais besoin d'argent. Les jeunes chiots étaient sevrés. J'acceptais donc de lui en vendre un pour 20 yuans. Il repartit tout fier avec son chien. En face de moi, de l'autre côté de l'allée, un tout nouvel étal était installé depuis le matin. Je découvris derrière, cachée entre les vases, les pots et les longues tiges, une petite marchande de fleurs que je n'avais jamais vue. Elle me fit un sourire pour capter mon attention et m'interpella. « Oh, ils sont beaux, vos chiens! J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. »« Si tu veux, il reste la petite chienne blanc-gris. » Elle me regarda étonnée et répondit. « Bah, et le petit noir aussi. »« Oh, celui-là. » Il ne me semblait pas possible de vendre ce pauvre chiot qui n'était probablement pas capable de s'occuper de lui tout seul. La jeune fille reprit. « Moi, c'est celui-là que je veux. Le problème, c'est que je n'ai que 6 yuans. » Elle était si insistante que je finis par céder. « Eh bien, ça ira, je te le laisse pour 6 yuans. »« Je ne comprends pas. Vous venez de vendre son frère pour 20 yuans. Pourquoi celui-ci ne vaut-il que 6 yuans ? Bon, tu vois bien qu'il n'a que 3 pattes. » Elle sortit de derrière son étal, sur une chaise roulante. Il lui manquait une jambe. « Ça a quel prix, à votre avis, une patte ?» demanda-t-elle. Je baissai la tête sans trouver quoi dire. Elle reprit. « Moi, pour ce petit chien, je vous donne 6 yuans maintenant. Et je vous offre un bouquet de fleurs par semaine pendant 1 an pour fleurir votre étal. » C'était un cadeau important. Dans cette région aride, les fleurs étaient rares. Me mordant la lèvre, je fis semblant de réfléchir et lui répondis. « 6 yuans maintenant ?» La jeune fille retenait son souffle. « Et un bouquet de fleurs par semaine pendant 1 an pour mon étal ? Allez, c'est d'accord. » C'est ainsi que j'eus chaque dimanche un ravissant bouquet sur ma table. Son odeur recouvrait presque celle de mes poissons. Mais le plus grand avantage auquel je n'avais pas pensé, c'est qu'après avoir vendu tous les chiens d'Oami, il lui restait celui-ci, qu'elle chérissait particulièrement et qu'elle voyait tous les jours de marché. Leur retrouvaille était attendrissante et May, la jeune fille, les contemplait tout émus quand ils se léchaient mutuellement puis s'endormaient l'un contre l'autre le temps du marché. « Tu sais, me dit-elle un matin, j'ai appelé mon chiot Liping. Ça veut dire celui qui vit dans 2 mondes. Comme moi, ma tête vit dans le monde des gens qui marchent, mais pas mon corps. » Magnifique. Merci. Ça va être un peu une autre ambiance. Mais tant mieux, Je tant cache mieux, pas. tant mieux. Donc moi, voilà, moi, mon personnage s'appelle Angelina et elle a des parents qui sont un peu spéciaux. Bon, on va essayer de comprendre en écoutant la scène. J'entends arriver mes parents de la supérette. Je les rejoins dans la cuisine pour les aider à ranger leurs achats. Ils sont en nage parce qu'ils ont fait la course dans les escaliers avec chacun 2 sacs à provisions sur les bras. Ma mère se dandine, les 2 index en l'air en fredonnant « J'ai gagné, j'ai gagné !» Non mais c'était pas du jeu, Mélissa, t'es partie avant la fin du compte à rebours. C'est pas vrai, reconnais, je suis la plus forte. Jamais, tu es mon Bruno l'escargot. Tu vas voir ce qui va te faire l'escargot s'il t'attrape un gros bisou plein de bave dans ton cou. Pendant qu'ils se poursuivent dans l'appartement, je déballe les hamburgers, les frites congelées, les croque-monsieur, les pâtes, les barres chocolatées, les gâteaux, les glaces, les sacs de bonbons. Depuis que j'ai étudié l'alimentation en CM2, je sais que ce qu'on mange à la maison ne constitue pas un régime très très équilibré. Alors je me rattrape à la cantine. Je tombe sur un produit que je n'ai jamais vu chez nous, que je n'ai jamais même goûté. Je ne peux m'empêcher de rire. Vous avez acheté des cornichons. N'importe quoi, c'est toi le cornichon, me crie mon père depuis le salon. Cornichon, cornichon. C'est plutôt vous les cornichons, puisque vous avez acheté un produit dont vous ne vouliez pas. Youpi, alors nous sommes la famille Cornichon. Montre-moi, ordonne ma mère qui s'est rapprochée. Ah, c'est vert, c'est salé, c'est vinaigré, personne n'aime ça. Je vois pas comment on a pu acheter un truc pareil. Je lui tends le bocal, elle l'envoie à mon père, ils se font des passes comme si c'était un ballon, avant de se décider à l'observer plus attentivement. Maman grimace. Quelqu'un a dû se tromper de caddie. Certainement. Il paraît que des gens
achète des cornichons, déclare mon père en soupirant. Et même parfois d'autres légumes. Oui, oui, papa, dis-je en souriant, je te confirme, presque tout le monde mange des légumes. Moi, je ne les comprends pas. Ce n'est ni gras, ni sucré, je vois vraiment pas l'intérêt d'en manger. Un jour, on pourrait essayer, propose ma mère. À la télé, ils disent que les légumes sont bons pour la santé. Et puis noyés sous une grosse couche de ketchup et de mayonnaise, je crois que ça doit être mangeable. Hein. À mon avis, dis-je, on ne risque rien. Ouh là là, pas si vite. Moi, tout ce qui est vert et naturel, je me méfie, répond mon père. Qu'est-ce qu'on va faire de ces foutus cornichons? On les rapportera la prochaine fois, mon chéri. J'ai gardé le ticket de caisse. En attendant, je ne sais pas où ranger ces trucs-là. Peut-être dans le frigo. Alors voilà, ça c'est le début du texte. Et après, en fait, c'est cornichon, parce que ce livre s'appelle Cornichon avec un X à la fin, donc on a le droit de le prononcer cornichonx, si on veut. Et en fait, Angelina, elle va découvrir que les cornichons ont un pouvoir. Voilà. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des cornichons, parce que j'adore les cornichons. Moi aussi. Et donc, voilà, moi, c'est mes petits bonbons. Voilà, au lieu de manger des bonbons, le soir, je mange des cornichons. Et elle, voilà, elle va investir ces cornichons, elle va leur... On ne sait même pas si c'est vraiment des cornichons magiques ou si c'est elle qui veut qu'ils soient magiques, mais ils vont changer sa vie. Voilà. Le super pouvoir des cornichons. Absolument. C'est tellement bon, c'est vrai, les cornichons. Petite préférence aigre-douce. Ils sont bons pour cela. Ça varie des plaisirs. Et du coup, pourquoi vous avez choisi ces livres, mis à part qu'ils sont super, les deux? Bon, c'est parce que à Cône, je rencontre plutôt des classes de primaire, donc je me suis dit, je vais plutôt prendre un de mes livres pour plus jeunes. Donc là, c'est un livre qui s'adresse à des CM2, 6e, dans ces eaux-là à peu près, un peu avant, un peu après, enfin bon, on peut les lire quand on veut. Donc c'est plutôt pour ça que j'ai ciblé ça. C'est un livre assez récent aussi. Je me suis dit en pleine matinée, là, j'ai fait des livres beaucoup plus plombants. Voilà, des livres qui sont, oui, voilà. Je sais pas, il y en a un, la première scène, ça raconte quelqu'un qui transporte un objet qu'il n'a pas le droit de regarder, puis on découvre que c'est une tête coupée, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, moi j'aime assez raconter des trucs un peu comme ça. C'est-à-dire saisir un petit peu les gens au début des bouquins, quoi. Là, je me suis dit, peut-être couper le matin. Hein. Avec le café. J'aime bien ce bouquin, hein, mais je me suis dit, bon, allez, on va partir sur quelque chose de plus rigolo. Les cornichons, bon, le matin, c'est peut-être un peu violent aussi, Non, mais non, pas du tout. Moi, je ne trouve pas. Moi non plus. Donc voilà. Il n'y a pas d'heure pour des cornichons. Non. Oui, puis moi j'ai choisi, parce que c'est le dernier qui vient de sortir, parce que je trouve que le passage est un peu émouvant, et donc je me Très suis dit... émouvant, oui. Oui, merci. Et donc j'avais envie de faire partager aussi cette petite émotion-là, en me disant, voilà, quand je l'ai déjà lu, cet extrait, enfin un extrait un peu plus long, à des élèves dans une classe, et quelques jours après, il y avait un salon, ils se sont tous précipités dessus, parce que ça leur a donné envie, et si ça donne envie de lire, voilà, on a gagné, quoi, et ça c'est important. Pas lire le mien exclusivement, mais envie de lire, voilà. Donc je me dis, les émotions, les enfants, ils aiment ça, quoi. Et ils peuvent s'identifier, et puis voilà, donc c'est pour ça, voilà. Puis bon, j'aime bien ce petit livre, il est, voilà, moi aussi, ça m'a procuré beaucoup d'émotions de l'écrire, donc bon, c'est pour ça. Et lequel parmi tous vos livres, parce que tous les deux, vous en avez beaucoup des livres, lequel avez-vous pris le plus de plaisir, ou vraiment vous vous êtes lâché, vous vous êtes éclaté à l'écriture du Moi, c'est roman? très compliqué de répondre à cette question, parce qu'en fait, on a à chaque fois des émotions différentes en écrivant les livres. Là, en écrivant ça, je m'étais un peu, entre guillemets, forcé à essayer d'être drôle, parce que je ne suis pas dans mes livres d'habitude. Et du coup, j'ai parti avec un parti pris, des parents complètement gamins. Et voilà, j'ai inversé tout. Voilà, ils dessinent sur les tables quand ils sont invités aux réunions de profs, etc. Enfin bon, voilà, c'est vraiment et en même temps, tellement sympathique, tellement gentil, tellement drôle, tellement touchant, en fait. Voilà, et donc, ça m'a autant plu que de me lancer dans une trilogie comme Métaux, qui était beaucoup plus... où c'est des histoires d'enfants qui sont enfermés dans une sorte de pensionnat prison. Voilà, et un roman très au long cours aussi, puisque c'est un roman qui se déroule sur 3 tomes. J'ai même fait une suite, etc. Donc que j'ai adoré. Si on fait, maintenant, c'est plus de 1000 pages, 1200 pages, quelque chose comme ça. Donc,
Et là, c'est une autre aventure, quoi. C'est comme un long voyage, voilà. Moi, je compare un peu mes bouquins à des voyages, c'est-à-dire des voyages que j'ai aimé faire, sinon je serais revenu. Donc, si j'ai été jusqu'au bout de mes voyages, c'est que ça m'a plu. Puis parfois, c'est des petits week-ends, voilà. Oui. Voilà, Oui, c'est ça. c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas intense, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais c'est une autre manière de faire. Mais parce que écrire, c'est quand même, ça nous prend beaucoup quand même, ça nous occupe l'esprit, voilà. Là, par exemple, cette nuit, j'ai rêvé du bouquin que je suis en train d'écrire. Enfin, ce matin, j'y pensais. Voilà, on y pense. On habite nos livres pendant très longtemps. Donc, et puis après, il faut les écrire. Hein, c'est écrire, les réécrire, etc., etc. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Donc, je pense que si on s'ennuyait ou si on était moins motivé sur un bouquin, moi, je termine pas. Voilà, je laisse tomber. C'est vraiment. En général, maintenant, je sais assez vite si je vais aller au bout. Mais après, oui, si je vais au bout, c'est vraiment parce que ça me passionne. Donc moi, j'ai du mal à hiérarchiser mes bouquins. Oui, je crois que pareil, parce que j'essaie justement, j'aime bien varier. J'ai écrit des romans de société comme Les Pointes Noires, comme celui-ci, comme un livre sur l'autisme. Voilà, donc les sujets sont des sujets pas plombants, mais des fois un petit peu difficiles. Par exemple, Les Pointes Noires, le tome 1, je l'ai écrit en 2 ans. Alors que pour ce nombre, à peu près 160 pages, je peux l'écrire en 4 mois, hein, normalement. Parce que c'était complexe. Donc le sujet me faisait du mal. Et le sujet me faisait du mal, mais j'ai pris plaisir à l'écrire quand même. Hein. Enfin, quoi qu'à un moment, j'ai dû arrêter. Parce que ça allait plus, j'ai eu besoin d'une pause. Donc voilà, écrire, c'est s'engager, enfin à mon avis. Hein. Et donc c'est complexe. Je ne dis pas qu'on peut aimer ou pas ce qu'on écrit, mais voilà, selon les sujets. Puis après, à côté de ça, j'écris un roman un peu fantastique sur des sorcières, un autre sur la magie de la forêt, des choses qui sont plus merveilleuses et tout. Et donc, alors voilà, c'est vrai qu'il y en a un que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire hein, parce qu'il me ressemble. Il ressemble à la petite fille que j'étais. Et d'ailleurs, j'ai fait un truc, je ne sais pas si d'autres le font, mais le tome 2, vous savez, on met toujours des petites dédicaces. Je dédie ce livre à... Bon, en général, c'est mes filles, quoi. Mais le tome 2 de ce livre-là, d'une fille de la forêt qui s'appelle Mao, je me le suis dédié à moi. Je me suis dédiée à la petite fille que j'étais, parce que moi, mon rêve quand j'étais petite, c'était mon activité principale, c'est d'aller en forêt faire des cabanes, et puis de courir dans les bois, essayer de voir les animaux, etc. Et c'était vraiment une passion, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et je peux pas passer une journée sans aller faire un tour en forêt. Et donc c'est vrai que celui-là, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, parce que j'ai sorti du plus profond de mon enfance des émotions, des sentiments, des ressentis, etc. Donc ça a été assez fort pour l'écrire, mais j'ai autant aimé écrire Le cadeau de mai avec cette petite histoire de chien, etc. Donc en fait, ouais, comme toi, je peux pas hiérarchiser. Les sujets sont différents, ça dépend des moments. On est différents selon les moments tous, hein, et donc je me fais plaisir ou je me fais mal aussi des fois, mais je m'engage à faire quelque chose et ça me fait du bien, quoi. Donc de façon différente, mais ça me fait du bien. Donc l'écriture est assez thérapeutique hein, en ce qui me concerne, et donc quand j'ai besoin de sortir quelque chose, ça va parfois être difficile, parfois être plus fluide, mais en tout cas, à chaque fois, je retire un bénéfice énorme. Donc voilà, il n'y a pas de hiérarchie non plus, ça dépend du moment, ça dépend du Parce qu'on sujet. écrit vraiment avec Nos ce qu'on tripes, hein. ressent, Mais ouais, oui, c'est ça. c'est Donc ça. c'est difficile, je trouve, de dire. Et puis voilà, toi comme moi, on n'a pas besoin de faire de commandes ou de quoi que ce soit, parce qu'on était instit, voilà, donc on a eu des métiers en parallèle. Si maintenant on a envie, ça veut dire qu'on y arrive, quoi. Oui. Donc moi j'écris sans pression, donc je fais pas de commandes, j'écris que ce que j'ai envie d'écrire. Voilà. Donc oui, il n'y a pas de livre qu'on a envie de... J'ai déjà vu sur des salons du livre des gens qui prenaient une pile de bouquins et la mettaient sous la table en disant celui-là je les aime pas. Ah oui. Ouais. Donc j'aimais, pourquoi tu dis ça c'est toi qui l'as écrit quand même. Hein. Ils disaient oh ouais mais ça on me l'avait commandé. Je préfère que les gens découvrent les autres, etc. Donc, C'est triste, hein, en fait. ouais. Mais c'est parce que c'est des gens qui ont décidé de vouer toute leur vie à l'écriture. Oui. Et il y a des moments où il faut faire bouillir la marmite. Donc, si on vous demande de faire un truc de licorne et de poney, vous faites un truc de licorne et de poney. Mhm. Et voilà. Alors moi, je peux accepter des commandes dans la mesure où on me laisse la main, quoi.
Oui. en me disant qu'est-ce que tu veux nous écrire. La maison d'édition dit bon, on aimerait travailler avec toi, qu'est-ce que tu veux nous écrire? Et Non, mais là, c'est très ouvert. là, c'est tellement ouvert Ouais. que j'ai choisi mon sujet, j'ai Mm. choisi la tranche d'âge, j'ai choisi tout ça. Ouais. À ce moment-là, j'accepte la commande. Ouais. Mais je ne veux pas qu'on m'impose un thème parce que j'y arriverai pas. Ouais, Ça, il y a- c'est clair, j'y arriverai pas. Si ça vient pas du plus profond de moi, ça marchera pas de Oui, toute ça façon. brûle, ça Donc, brûle j'ai- tout de suite la créativité. Oui, c'est ça. Je me souviens pour les Pointes Noires, je suis arrivée auprès d'Isabelle Magnard, donc, qui était la directrice de Magnard Jeunesse, et je lui ai dit, ben voilà, j'ai une idée, ça s'appellera les Pointes Noires, ça parlera du racisme dans la danse classique. Et elle m'a dit tout de suite, on signe. Donc c'était une forme de commande, mais en 3 mots, je lui ai fait passer quelque chose qui était profondément ancré chez moi, c'est cette histoire de racisme dans la danse classique, et elle a tout de suite été partante. Donc tu vois, c'était une commande Mais qui ça, venait de là, moi c'est- en fait. Ouais, c'est pas une commande. C'est pas une commande, c'est pas une commande. Mais voilà, donc dans ce cas-là, enfin moi, dans ce cas-là, c'est possible. Mais c'est vrai, par contre, je supporterais pas qu'on me dise tu vas écrire ça comme ça. Ouais. En fait, c'est pas que je supporterais pas, c'est que j'y arriverais pas, quoi. Si ça Bah oui, vient si pas. tu t'amuses pas, ou Bah si ouais, t'es pas bah passionné par ce que tu fais, Bah oui. c'est moins intéressant. Puis si ça vient pas, moi c'est vrai que des fois je me réveille un matin en me disant ah ben oui c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux écrire. Ben ça vient de loin quoi, ça vient de loin de mes tripes, de mon cœur, de ma tête et donc si ça vient pas de ça, ben moi ça marche pas quoi. Donc c'est important comme démarche ça. C'est peut-être ça le rituel quoi, ça vient des tripes. Et parlons maintenant futur, pour futurs projets. Je sais que vous avez un livre qui sort en avril, donc Je l'ai apporté. qui arrive Oui, très très vite. Bah oui, voilà, donc que j'ai écrit avec Anne-Marie Despladuc, qui est une grande amie. C'est un roman historique. On avait envie de parler de... Moi, j'aime beaucoup parler des destins de filles libres et tout. Pour moi, c'est fondamental. Voilà, c'est la petite fille des bois de mon enfance. Et donc voilà, mon prochain, c'est une série qui s'appelle Les Gamines de Paris, qui montre l'émancipation des jeunes filles à la fin du 19e siècle. Et donc là, comme tu disais tout à l'heure, il a fallu que je fasse des recherches parce que Anne-Marie Despladuc est spécialiste de romans historiques, mais pas moi. Et donc, j'ai... alors par contre, c'est l'époque de Zola, quoi. Et donc ça, je l'ai en moi, donc ça c'est un petit peu plus facile, mais il a fallu que je fasse plein de recherches et tout, ça a été passionnant. Et donc il sort le 12 avril et le deuxième sort fin août. Donc c'est toute une série, 5 sœurs qui vivent à Paris pendant les débuts des travaux d'Haussmann. Et puis voilà, leur émancipation, leur vie, leur quotidien, leurs amours et tout ça, leur désir de liberté. Bon, voilà, j'ai beaucoup aimé l'écrire. Et là, en même temps, celui-ci sort le 12 avril, le 11 avril, et le tome 2, je suis en train de le corriger, de finir de le corriger. Il est écrit et tout. Et en juin, j'en ai un autre qui sort aussi chez Scrinéo. C'est un roman où je parle des émotions. Voilà, où je parle du rôle des contes dans l'esprit des adolescents, quoi. Bon, c'est un petit peu complexe, mais là, lui aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire parce que il y a beaucoup de ressentis, de sentiments dedans. Et, voilà, donc, ça c'est bon. En tout cas, proche, c'est Les Gamines de Paris et puis l'autre livre chez Scrinéo, dont je dis pas encore le titre, mais voilà. Il sort au début juin. D'accord. Alors moi j'ai sorti un livre il y a un mois, c'était le 2 mars, qui s'appelle Un extraterrestre dans ma peau. C'est un gamin qui se fait voler son corps par un extraterrestre, qui va vivre une vie de collégien, et lui va se retrouver à tourner en orbite sur une navette furtive autour de la Terre, avec des pouvoirs un peu bizarres, mais il est anesthésié, donc il ne peut pas trop s'en servir. Et voilà, donc ça c'est sorti, c'était mon tout dernier. J'ai une bande dessinée qui sort chez Glénat en juin, qui a été écrite déjà depuis 2 ans, mais la dessinatrice a pris son temps pour le finir. Donc ça pour moi c'est un peu du passé quelque part, mais ça sort qu'au mois de juin. Il s'appelle Joe. C'est une histoire dans l'univers de Métaux, parce que j'ai écrit des scénarios originaux pour Glénat. Et puis, et là, j'ai travaillé avec une copine qui s'appelle Carole Trébor, avec laquelle j'avais déjà travaillé sur U4. Là, on a écrit ensemble un roman policier
qui se D'accord. passe dans son quartier, le quartier qui est aussi le quartier de mon père. Et donc un petit roman policier qui se passe dans les années 80. Et voilà, on en a fait un et il va falloir qu'on en écrive d'autres parce que l'éditeur a beaucoup aimé notre premier, du coup il en veut un peu plus. Donc on va en faire 3 en tout. D'accord. Et ben, c'est aussi un roman historique les années 80, parce Ouais, que même ouais. si on les a vécus, c'est quand même un an, il faut quand même se replonger. Bah, c'est pour du pas- passé. Ouais, c'est Ouais, du c'est ça. passé. Faut quand même... En tout cas, pour nos lecteurs, ça sera vraiment, vraiment. C'est vraiment, comme on dit, comme ils disent des fois, de l'époque. Parce que, oui, ça nous ramène assez loin. C'est à Donc, l'époque du siècle dernier, ouais, Oui. absolument. et même Ouais. du millénaire dernier, Ah, c'est ouais. loin. Ouais, ouais. Et c'est une période qui attire les années 80 beaucoup. Ouais, parce qu'il y avait une visiblement, espèce de je sais liberté pas et tout. comment. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Donc on c'est est vrai. parti là-dessus. Et puis là, en ce moment, là, en parallèle, je travaille sur un premier roman pour adultes, en fait, dans le milieu de l'espionnage. Parce que je D'accord. suis passionné par le milieu de l'espionnage. J'en mets dans mes romans de science-fiction. J'ai même fait un roman d'espionnage qui s'appelle Comment mon père est mort 2 fois aussi, il y a quelques années. Mais l'espionnage en ado, si on veut faire du vrai, c'est-à-dire de l'historique, c'est un peu trop référencé. Donc en fait, je me dis que je serais plus libre de le faire en adulte. Donc je me lance, je sais pas, D'accord. je vais aller au bout. Mais voilà. Et ben, hâte de voir tout ça alors. Ouais. Et ben, je pense qu'on va terminer. Mettre du temps. Notre histoire, on est pas mal. Ah bon? J'aime beaucoup ta montre invisible. Oui, elle est jolie. Alors, on va terminer parce que j'ai bien lu la fiche. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Apparemment, c'était votre anniversaire Hier, hier. Et ben, vous aurez un gâteau aussi. Et C'est génial. super. alors, on va pas Oh, vous faire l'affront du matin et il fait beau de chanter joyeux anniversaire. Hein. Attention de nos effets spéciaux. Ah ouais. Les effets spéciaux. Voilà. Merci, c'est Alors, génial. normalement, c'est pas signé par Michael Bay, donc ça ne devrait pas Merci. exploser. Tu veux souffler avec moi? Merveilleux. On est deux quand même. Hein. Bon, bah, écoute, allons-y. hein. Allons-y. Surtout qu'on est de la même année. Ouais. Voilà. Oui. 1, 2, Alors. 3. Joyeux Voilà. anniversaire. Mais, écoute, à la Joyeux tienne. anniversaire. Et Merci puis, beaucoup, c'est gentil. Merci, c'est Puis, très merci, mignon. merci à vous deux d'avoir accepté cet entretien ce matin de bonne heure, à peine caféiné. Ouais, non, puis c'est toujours sympa de le faire avec quelqu'un. Oui. Oui, Parce ouais. que c'est 2 approches différentes. Alors, il y a des choses qu'on voit bien qu'on fonctionne un peu pareil, mais il y a des choses pour lesquelles on ne fonctionne pas du tout pareil. Et c'est Ah ouais. intéressant. Ah oui, c'est intéressant de Puis là, c'est renvoyer vrai la que balle. c'était encore plus intéressant parce que vous êtes de la même décennie. Ouais. Vous avez été tous les deux enseignants, vous écrivez à peu près pour les mêmes tranches d'âge. Donc c'est vrai que c'était très très intéressant de vous avoir tous les deux, vos points de vue. Oui, c'est vrai qu'on écrit pour la même tranche d'âge et tout, mais non, visiblement c'est très différent Oui. hein, ce qu'on écrit et avec des sensibilités différentes et tout. Et moi, voilà, c'est bien, c'est intéressant. Bah, merci en tout cas énormément. Merci à toi, enfin à tous les deux. Merci au maître du temps qui est derrière la caméra. Et du coup, ce live restera 15 jours sur notre chaîne Twitch et sera après mise en rediffusion sur la chaîne YouTube de la médiathèque. Donc vous trouverez tous les liens sur Facebook et sur la page Twitch. Et aussi, du coup, vous pouvez retrouver nos 2 auteurs avec les autres auteurs samedi pour acheter et dédicacer les livres. C'est toujours très sympathique. Et nous, du coup, on va arrêter ce live maintenant puisque nos auteurs sont attendus à Saint-Père pour la suite des événements. Donc voilà. Merci. Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. Vous avez été parfait, c'était super. Elodie, c'est bon, t'as le stress qui s'en va, là, ça y est. Non, je pense que vous l'avez beaucoup aidé parce que vous étiez très détendu. Et du coup, ça l'a beaucoup aidé, je pense. Ils ont fait avec. Non, c'était vraiment très chouette. Moi, je me suis mis en auditeur et j'ai apprécié. C'était super.
avoir le